remercier également M. Rafiq Boussa, qui est, je rappelle, directeur général du cabinet Grant Thornton Algérie. Merci pour aussi votre expertise et votre expérience dans ce domaine. On va peut-être commencer avec vous pour parler d'un écosystème qui s'installe en Algérie. Vous avez rappelé les différentes décisions qui ont été prises. On parle de Algeria Startup Fund. Vous avez rappelé qu'il y a un certain nombre d'incubateurs, notamment l'incubateur public Algeria Venture. Il y a un certain nombre de partenariats aussi avec des pays étrangers. Pour vous, c'est quoi l'urgence aujourd'hui? Il faut aller vers quelle décision? Est-ce que plus de décisions en matière législative, ou alors il faut libérer le secteur et permettre aux startups justement d'innover, comme vous en disiez tout à l'heure? Rapprochez-le. Oui, voilà. Oui, très bien. Merci pour la question. Donc, en ce qui concerne d'abord, au niveau Algérie, donc, on voit une nette amélioration, en tout cas, par rapport aux startups. On a tout un ministère dédié aux startups. Je pense que ça n'a jamais existé auparavant. Donc, ça, c'est un signal fort quant à la prise en charge du ministère de l'économie, ministère de l'économie de la connaissance. Donc ça, c'est un premier pas. Ensuite, il y avait la mise en place de plusieurs initiatives. Le Algeria Startup Fund, qui est détenu par les 6 banques publiques. Il y a d'autres incubateurs. Il a été mis en place le système de labellisation. Mon sujet qui me préoccupe le plus, en tout cas, ou l'accélérateur de mon point de vue, c'est le plan réglementaire. C'est qu'on arrive vraiment à laisser faire, ensuite réguler. Moi, il y avait l'intervention de M. le ministre ce matin, il se posait justement la question, allons-nous laisser faire puis réglementer, ou bien trop réguler? Donc, en tout cas, il y a cette prise de conscience quant à la nécessité d'avoir un environnement juridique propice à l'innovation. Parce qu'on peut parler d'innovation si il y a un système juridique qui n'accompagne pas l'ouverture et permettre de disrupter. Le mot de disruptive technology ou disruptive, ça veut dire qu'on bouscule l'ordre établi. Et là, ça ne peut pas se faire si on n'a pas une législation qui est favorable, qui permet justement de l'innovation. Encore une fois, l'innovation, elle est contradictoire à tout est réglementé. Comme je l'avais dit lors de mon intervention, c'est que par défaut, dans notre société, pas que la société algérienne, mais en tout cas dans les pays francophones généralement, avec inspiration de droit latin, par défaut, c'est interdit sauf autorisation. Donc ça freine vraiment l'innovation. On a plusieurs fintechs on a vu par exemple les startups nigériennes, sur le top 7, 5 sont dans la fintech. Aujourd'hui, on ne peut pas innover dans la fintech parce qu'il faut attendre la loi sur la monnaie de crédit, qui est en cours d'être révisée, mais on en parle depuis plusieurs années. Voilà. Donc ça, c'est des sujets sur lesquels il va falloir en tout cas, se pencher pour permettre justement de libérer le potentiel de croissance de l'économie algérienne et de la start-up algérienne. Oui. Voilà, on est jaloux de notre pays, on est jaloux de l'économie algérienne. J'aimerais bien voir dans le top 10 des start-up algériennes qui sont là, qui lèvent des fonds internationaux, qui arrivent à faire des levées en milliards. On parle de licorne. On n'a pas de licorne en Algérie. C'est ça qui permet de développer. Merci. Merci beaucoup. Oui. Avant de donner la parole à Sarah, j'appelle Adel Amalou à nous rejoindre dans ce panel. Adel Amalou, qui est cofondateur de IncubMe, le premier incubateur panafricain en Algérie, qui est organisateur aussi de Africa by IncubMe, 2 éditions de suite, qui a réuni cette année plusieurs startups africaines en Algérie pour une incubation de 6 mois. Il va nous rejoindre dans un instant. Oui, on enchaîne peut-être avec une question, puisqu'on parle de financement. Moi, je voulais poser une question peut-être pour planter le décor déjà. Que représente, monsieur Achir, le financement dans l'ensemble, parmi un ensemble, vous allez me dire, de mesures qui devraient être prises pour booster la création de start-up ou pour assurer aussi cette transition numérique dont nous parlons? Le financement actuellement, si on parle de l'Algérie, il est en situation embryonnaire, c'est-à-dire on n'est pas encore en phase de développement proprement dit de ce mode de financement de prise de participation ou bien par le capital investissement, avec toutes ces phases de financement, que ce soit le capital création, capital croissance, capital développement
et capital transmission en bourse, la transmission des participations en bourse, c'est-à-dire des actions en bourse. Et on est en train de mettre un écosystème par rapport à la phase création-maturation des projets. Donc, c'est les incubateurs et les accélérateurs. Mais il faudrait encore renforcer le cadre juridique de façon à permettre même les financements participatifs, par exemple, qui peuvent se faire même par des plateformes en ligne, par exemple. Hein, il y a des financements en ligne, c'est des appels au financement en ligne, mais ça nécessite un cadre juridique. En France, par exemple, le cadre juridique a été révisé en 2020 par rapport à ces questions de financement participatif par voie numérique. Mais en Algérie, donc il y a quand même un dynamisme actuellement en termes de la création des modes de financement innovants et adaptés aux sociétés, aux startups, parce que lorsqu'on parle de startups, surtout dans le domaine d'éthique, hein, parce que c'est là où il y a beaucoup d'innovation. Nous sommes actuellement dans ce qu'on appelle le capitalisme de plateforme. C'est-à-dire c'est une mutation carrément du système capitaliste, hein, du capitalisme industriel au capitalisme financier, et actuellement on parle carrément du capitalisme de plateforme, du capitalisme de cognition. Donc dans ce cadre-là, nous devons innover davantage en termes de modes de financement, d'instruments de financement, de moyens de financement. On a des fonds, un fonds maintenant des startups, c'est bien, on a des anciennes aussi sociétés de capital risque qu'il faut activer, parce qu'on n'a pas le bilan exact un peu de l'ensemble des prises de participation ou même de lancement des startups par le capital investissement, mais en tout cas… Monsieur Achir, vous êtes en train de dire que pour cultiver justement cette culture de financement… Oui, c'est une culture. Oui, vous avez tout à fait raison d'avoir soulevé ça, c'est une culture. D'ailleurs, même dans les sociétés de capital risque, qu'on qualifie de sociétés de capital risque captives, parce qu'elles sont liées à des banques, on a très peu de culture, parce que sur le plan philosophique, on recommande toujours d'avoir des sociétés de capital risque non captives, c'est-à-dire qui sont créées comme des établissements financiers, indépendamment des banques aussi. Même si après, ils peuvent gérer les fonds des banques, comme la banque de la Silicon Valley, qui donne des fonds pour les sociétés de capital risque et pour des projets innovants. Mais la culture, c'est très important. Lorsqu'on a un banquier à la tête d'une société de capital risque, il y a très peu de chances que cette société prend des risques, hein, parce que le banquier, il est beaucoup plus orienté vers les garanties, vers la gestion des risques. Je pense que M. Boussa veut intervenir. Juste pour compléter les propos de mon collègue, il y a un vrai sujet en Algérie. C'est pas la disponibilité des fonds. Les fonds existent, comme ça a été rappelé. Il y a des fonds de wilaya. C'est pas problème de fonds en Algérie. Il y a le problème de fonds, cette fois-ci, je ne parle pas des fonds au sens argent. Le problème de fonds de ces fonds, c'est qu'il y a un problème d'évaluation. Lorsque j'ai évalué une entreprise, une start-up, lorsque je vais rentrer dans le capital, ça, je retenais ça bien, c'est qu'il y a un problème, c'est d'évaluation de la société. On confond évaluation d'une société avec son capital. Je peux avoir une société qui a un capital de 1 million de dinars, mais qui vaut 1 milliard de dinars. Il y a une confusion entre la valeur d'une société et son capital social. Lorsque moi, start-up, je présente un projet au niveau d'un fonds d'investissement de Wilaya ou ASF ou autre, je dois évaluer mon entreprise. Comme j'avais dit, c'est plus une art than science. C'est compliqué, mais la valeur, c'est pas le capital de 1 million de dinars ou de 100 000 dinars. Donc, c'est le potentiel de la croissance que va générer l'entreprise, c'est le cash flow futur que va générer l'entreprise, toutes ces valeurs immatérielles donc, que génère l'entreprise, qui va générer l'entreprise. Et ça, pour donner justement de la valeur une chance à ce que ces fonds-là puissent matcher la demande des startups, qu'on ait plusieurs startups. Parce que le problème aujourd'hui, c'est que vous avez plusieurs fonds qui ont de l'argent, qui souhaitent les rentabiliser. Vous avez des startups qui cherchent à lever des fonds. Mais l'un dit que, voilà, moi, tu vaux ton capital. Et la startup dit, écoutez, ma valeur, c'est pas le capital social, c'est tout le cash que je peux générer, toute la valeur que je peux générer. Je prenais par exemple, je donne juste un exemple et je termine, je laisse peut-être parler à mes collègues. Je prends par exemple le cas de Google, c'est une page, c'est tout, une page web, mais ça vaut 100 milliards de dollars. Donc, je ne vais pas dire que… On a listé aujourd'hui tous les mécanismes qui permettent justement des financements pour les startups. Mais le plus important aussi, avant d'en chercher d'autres, c'est de faire connaître tous ces mécanismes et de permettre à tous ceux qui souhaitent bénéficier de ces mécanismes d'y accéder. Tout à fait, et juste pour compléter, et justement c'est ça, lorsqu'on parle de la culture, de la vulgarisation, de la sensibilisation, de changer des pratiques et des modes d'évaluation, effectivement, si on prend la banque c'est des garanties réelles et des garanties personnelles.
Par contre, la start-up, c'est l'idée. Et cette idée-là, la banque ne finance pas l'idée. Mais lorsque cette idée est bien présentée dans un business plan, avec des plus-values futures, avec un plan de développement, donc tout ça peut générer une participation, une opportunité de participation. Et donc, il faut développer à la fois et sensibiliser à la fois les jeunes porteurs d'idées innovantes ou bien des projets d'entrepreneuriat, mais aussi il faut qu'il y ait une politique agressive de la part de ces fonds de start-up qu'on a actuellement en Algérie, et même de ces sociétés de start-up. Comment impliquer, vous avez parlé des banques, comment impliquer davantage justement les banques dans la création des sociétés du capital risque? Très bien, donc très bonne question. On est, je crois maintenant, même avec la réforme de la loi 0311 sur la monnaie et le crédit. Donc là, il y a des règles prudentielles aussi qu'on a imposées aux banques par rapport à ces prises de participation, par rapport, c'est-à-dire à ces filiales. Donc il y a des règles prudentielles, il y a des ratios à respecter. Donc là, il serait bien sûr utile pour le développement de ce mode de financement par le capital risque, donc de libérer un peu la marge des banques dans la création de ce genre de fonds de participation ou bien dans la création des sociétés de capital risque captives. C'est-à-dire il faut permettre aux banques, avec des nouvelles règles, c'est-à-dire avec une nouvelle souplesse pour permettre à ces banques donc, d'investir plus dans ce mode de financement. Juste pour compléter les propos, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas un problème de fonds. Les fonds existent. Le problème, comment faire coïncider l'offre de fonds avec les besoins. Et le problème aujourd'hui, c'est que moi, je suis un porteur de projet, je vais me présenter au niveau des fonds existants, je présente mon projet, je dis voilà, j'ai un capital de 1 million de dinars, mais j'ai réalisé tel business plan, tel développement, je valorise la société à 100 millions de dinars, voici comment je valorise ma société. Le gestionnaire qui est en face de moi, il va dire écoutez, moi je suis société publique, je dois, sur quelle base je veux dire que c'est 100 millions de dinars, c'est pas 1 million de dinars. Si je dois prendre 30%, sur quelle base je vais prendre 30%? Donc aujourd'hui, il y a un vrai sujet, c'est qu'il faut peut-être libérer les gestionnaires de ces fonds, leur donner la main, qu'ils prennent des risques. Voilà. Ces gestionnaires puissent prendre des risques. Voilà, je sais que cette entreprise, là, donc, par rapport à son business plan, par rapport à son potentiel de croissance, elle est capable de générer du cash flow, je vais investir dans cette société-là. Et je ne veux pas que je confonde le capital de la société avec son évaluation. Et ça, c'est le point, c'est le blocage. Donc, ça ne sert à rien de créer encore d'autres fonds. Si les fonds actuels, déjà, ils ne sont pas utilisés, ils ne sont pas encore en capacité à. Donc, enfin, ils ne sont pas optimisés aujourd'hui. Donc, c'est rien de On va essayer de prendre des questions de la salle. Juste un mot. Ouais. Lorsqu'on a des sociétés de capital risque sous-capitalisées, si on prend un peu l'ensemble de l'existant actuellement en Algérie, c'est 70 milliards de dinars. C'est très peu. Et le fonds des startups, il donne 2 milliards de centimes. C'est très peu. Réellement, comme vous dites, ce sera le business plan qui va déterminer la part de financement d'un projet. Ça ne va pas être des plafonnements. Et la société de capital risque aussi, elle a ses règles prudentielles. S'ils ont des capitalisations pas consistantes, donc ils ne peuvent pas prendre aussi des risques importants. On prend des questions de la salle, Monsieur Hacher. Juste, il y a un problème de fond. Je vais vous laisser terminer. Et un problème de fond avec des S. Ouais. On prend des questions de la salle pour permettre. Allez, je vous donne. Il y a un micro qui circule. Un micro. Régie, s'il vous plaît. Et vous m'avez annoncé Adel Amalou. On attend toujours Adel Amalou. Est-ce qu'on peut le ramener, s'il vous plaît? Oui. Je vous ramène le micro. On peut avoir un micro, s'il vous plaît? Voilà, pour gagner du temps. Merci. Bonjour, donc Monsieur Brahimi, nutritionniste de formation. J'ai un projet de future start-up dans le domaine agroalimentaire. Donc pour le financement, c'est un grand problème, malgré que j'ai fait toute une étude, le business plan, le business model, etc. Première question, donc je ne vois pas l'intérêt d'avoir, c'est-à-dire recours au fonds d'investissement. Donc je ne vois pas l'intérêt. Donc, je préfère les crédits bancaires, sauf que les crédits bancaires ont un pourcentage d'intérêt très élevé et ils ne donnent pas de crédit, tout simplement, ils ne donnent pas de crédit. On prend une deuxième question. Merci. Alors, j'ai 3 questions. La première question s'adresse à Monsieur Rafiq Boussa.
Et la deuxième, à Monsieur Achir Mohamed. Bon, Rabia Corso, je suis dans le développement RH, je suis coach, mentor et formatrice. Alors, concernant Monsieur Rafiq Boussa, bon, moi je me pose la question quand vous dites un prérequis pour pouvoir, pour on puisse vous octroyer, pardon, un crédit, c'est l'expérience professionnelle. Moi, je dirais qu'une start-up, c'est des idées. C'est pas l'expérience professionnelle. Je sors de l'université, j'ai des idées, j'ai un business plan qui est vraiment bien ficelé, bien argumenté, tout ce que vous voulez. Donc, j'ai le droit quand même d'avoir un crédit. Donc, il s'agit d'idées et non pas d'expérience professionnelle. D'autres, certainement, peuvent solliciter un crédit. Ils ont de l'expérience, ils ont l'idée. Voilà, donc ma deuxième question, vous avez parlé des risques. Vous avez parlé de plusieurs risques, donc juridiques, financiers, temps. Alors moi, la question que je pose, est-ce que peut-on minimiser ces risques? Voilà, donc pour Monsieur Achir Mohamed, donc vous avez parlé quand même d'un fonds de capital risque. Alors maintenant, la question que je me pose, sur quoi peut-on travailler pour pouvoir changer ces mentalités? Parce qu'il s'agit du mindset. Donc, à votre avis, parce que vous avez parlé de sensibilisation, de vulgarisation, donc je poserai cette question, sur quoi peut-on Très bien, travailler on pour écoute qu'on les réponses. puisse, Réponse courte, s'il vous plaît, si c'est voilà, possible. et je remercie. Le Vous micro, me laissez juste le temps il de y a un micro, remercier. est-ce que vous pouvez le passer voilà. Vous répondez en premier ou Voilà, donc je Oui. commence par la dernière question. Allez-y. Donc, en termes d'incitation, si on prend par exemple la loi 0611 sur la société de capital investissement, on trouve des incitations fiscales intéressantes, surtout en termes d'EBS, en termes d'enregistrement, etc. Donc, il y a des incitations fiscales, mais ce mode peine toujours à se développer en Algérie parce qu'il y a un problème de culture, de sensibilisation, il y a un problème de mode de management, il y a un problème de business plan, de rédaction de business plan, il y a un problème d'écosystème qui est lié aux incubateurs, qui est lié aux accélérateurs. C'est tout un mode de financement qu'il faut développer. Mais aussi, il ne faut pas oublier une chose aussi qui est structurelle. Nous sommes un peu dans l'entreprise familiale, la présence de l'entreprise familiale, la prise de participation dans le capital social n'est pas pénétrée assez dans notre économie. On n'aime pas avoir un shrik, comme on dit, sharouka. Il y a ça, ce problème. Mais aussi, il faudrait encore plus d'incitation pour éviter l'effet d'éviction bancaire à l'égard du capital risque. C'est-à-dire, si on présente... Les incitations fiscales. Fiscales, il y en a un peu, il faut en rajouter d'autres, mais il faudrait dynamiser la bourse parce qu'il faut de la transmission aussi après, mais surtout la culture de business plan, la culture d'investissement futur. Et je pense qu'on peut même faire le crochet avec la finance islamique pour convaincre aussi, parce que c'est un financement participatif, il n'est pas ribaoui, comme on dit. Donc, par exemple, et puis l'effet d'éviction bancaire ne doit pas se produire aussi. Si on a l'argent à bon marché, donc c'est normal qu'on ne va pas y aller vers des prises de participation. Merci, Monsieur Achir. Merci. Il y a la question de Monsieur aussi qu'il ne faut pas oublier. Oui. Donc, si j'ai bien compris, donc vous êtes une start-up, vous avez déjà donc, votre business plan bien détaillé, vous pensez ne pas avoir besoin de la banque. En fait, je sais pas bien. Alors, le sujet d'abord, enfin, de ce que j'ai compris, c'est que on n'est pas nécessairement d'aller. La banque généralement finance les financements classiques, ne finance pas les startups. La banque n'a pas vocation à financer les startups. Il y a une adéquation entre le besoin et l'offre. Donc, je ne vois pas mal une banque financer une startup. C'est-à-dire, je sais pas sa vocation en général. Une banque prête à une société déjà établie, qui est en capacité de présenter des garanties, qui a déjà un projet, soit existant, le fait d'extension, soit une société, je dirais, qui a déjà un track record. Je vois très très mal qu'une banque finance, je dirais, une start-up. C'est plus des fonds, il y a des fonds donc d'abord il y a les fonds d'investissement, donc ça c'était évoqué par mon collègue. Donc maintenant, si vous voulez de la dette, généralement quand c'est des startups, donc il y a des fonds d'investissement c'est plutôt de l'investissement en equity, qui peuvent aussi mettre de l'argent en compte courant sous forme de dette.
pour accompagner l'entreprise. Donc, prise de participation dans le capital, argent compte courant. Donc là, ils partagent le risque avec vous parce qu'une startup, vous démarrez et là il y a une prise de participation. Par la suite, peut-être la banque peut intervenir, mais pas en premier stade. Donc, généralement, comment ça fonctionne, après, il y a des exceptions, mais c'est ça le cas général. Voilà. La dame qui avait parlé de... Merci pour votre question, madame. Pour ce qui concerne... Il y avait deux questions. Bon, je retiens une, la seconde, je peux me la rappeler. Donc, la première concernant les prérequis. Donc, j'avais parlé de track record. Donc, le track record, ça peut être déjà le parcours académique. Le track record, c'est très important de voir ce que la personne a fait. Par exemple, moi, j'ai eu à assister à des cas où même on épluche son activité je dirais, de bénévolat, de développement, ce qu'il a réalisé. Est-ce qu'il est entreprenant? Parce qu'on peut être entreprenant. Si j'ai participé à des activités de bénévolat, donc en fait, tous ces détails-là sont analysés pour comprendre le mindset de l'entrepreneur. Quand je parle de track record, pas nécessairement avoir réalisé des investissements auparavant. Donc, même sur le plan personnel, vous êtes donc dans le développement personnel, c'est des éléments très importants. Le parcours donc, académique, scientifique et toutes les activités qu'il aurait réalisées en dehors des études, soit il a dans le club étudiant, ou il a réalisé peut-être des levées de fonds à des associations. Tout ça, ces éléments qui sont très importants, qui sont appréciés par les investisseurs. Voilà, donc, la notion de track record, également dans le parcours de l'étudiant, s'il est par exemple dans un club étudiantin, on a levé de fonds pour soigner des malades, on a fait ces activités-là, c'est apprécié par les investisseurs. C'est des éléments, ça, le track record au sens général, pas au sens avoir réalisé du business proprement dit. La deuxième question que j'ai oublié de la noter. C'est important pour moi. La deuxième question, c'était, vous avez parlé des risques, plusieurs risques, Oui. quant à l'octroi d'un financement. Donc moi, ma question, comment peut-on minimiser les risques? Si on peut bien sûr les minimiser. Très bien. Bon, c'est d'abord ce qu'on appelle le risk management. Il y a une discipline de risk management. Donc, le risque, donc investissement égale risque. Il n'y a pas d'investissement sans risque. Bon, même les fonds, par défaut, on dit les banques trésors sont sans risque. Ça reste pour moi, il y a toujours une portion de risque. Maintenant, la gestion de risque, il faut s'entourer avec des bons experts, des bons conseillers. Sur le plan juridique, il faut se faire accompagner par un conseil juridique. Sur le plan financier, il faut se faire accompagner par un conseil financier. C'est très important de se faire accompagner par des personnes expertes dans leur domaine pour minimiser, optimiser la gestion des risques. Parce que le risque, il est inhérent, il reste à le minimiser, à le manager. Donc, le conseil, c'est de s'entourer de ressources en capacité d'accompagner la start-up et pour éviter des écueils. Et ça lui permet donc de réduire le risque. Mais le risque zéro n'existe pas. Merci. Beaucoup. Je pense qu'on arrive à la fin de cette table ronde. Et on va Merci. peut-être, on s'excuse pour ce cumul de retard, mais on va peut-être enchaîner avec les prochaines conférences. Oui. Salah. Merci beaucoup à M. Achir et à Merci M. beaucoup, Boussa. Takum Saha. Merci pour vos interventions.